Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Au passage, je tiens encore une fois à remercier tous les souscripteurs de la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Plier. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer ces entretiens exclusifs chaque semaine avec des personnalités. Et quelle personnalité aujourd'hui? Je suis particulièrement heureux de le recevoir à nouveau. Il était déjà venu d'ailleurs dans l'ancien décor des Incorrectibles. Il s'agit du professeur Didier Raoult. Bonsoir professeur. Bonsoir. On ne vous présente plus, alors bien entendu, je vous reçois à l'occasion de ce livre événement intitulé Homo Chaoticus, Révolution dans l'évolution, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Juste avant d'en parler, cher professeur, vous me disiez hors antenne, vous ne vous informez plus que par l'intermédiaire des médias, on va dire, alternatifs. Vous regardez encore la télévision, un petit peu, les médias mainstream ? Non, je regarde jamais la télévision. Je pense que ça rend idiot. Et j'en suis convaincu, c'est assez intéressant, parce que quand j'étais jeune, il y a vraiment longtemps, on pensait, à l'époque de la RTF, qu'on pourrait faire de l'enseignement par la télévision. Et on était en train de se rendre compte que c'est l'inverse. C'est plus on regarde la télévision, plus on est bête. Donc, je ne veux pas devenir idiot. Déjà, le temps fait son œuvre. Si vous voulez, je voudrais garder autant de neurones que je peux en garder. Donc, je ne regarde pas ces gens. Premièrement, je n'écoute pas la radio, parce que je n'ai pas le temps, je préfère écouter la musique. Et d'ailleurs, la musique des années 60, celle qui me touche affectivement. Et troisièmement, je ne lis pas des journaux. Je ne lis pas les journaux parce qu'ils ne contiennent pas d'informations, mais soit de la propagande, soit de la distraction. Et ni la propagande, ni la distraction ne m'intéressent. Donc, en revanche, j'ai passé mon métier, ma vie, et j'ai passé des heures à faire de la bibliographie, c'est-à-dire à chercher des informations dans des journaux spécialisés ou dans Internet. Et donc, je suis parfaitement au courant des choses qui m'intéressent. Et quand je parle de quelque chose, en général, je sais ce que je dis, à la différence de tout ce que j'entends ou que je vois dans la presse. Donc, je m'en fiche et ça ne m'intéresse pas. Et donc, les gens peuvent continuer à dire et penser un peu ce qu'ils veulent. Ça m'indiffère totalement. Non, mais c'est quand même remarquable d'entendre ça parce que justement, on se dit aujourd'hui à l'heure où les médias sociaux sont assez menacés par la censure, j'en ai été indirectement la victime, enfin je ne vais pas y revenir ces dernières semaines, aujourd'hui que des gens avec votre parcours, votre aura puissent dire cela, ça a une portée. Donc aujourd'hui, j'ai vu, vous étiez passé chez notre ami Idriss Aberkane, voilà, vous privilégiez plutôt ce type de canaux d'information, de communication. Je ne sais pas, si vous voulez, je cherche pas. Là, j'ai un devoir vis-à-vis de mon éditeur, quand je fais un livre, d'en parler un peu quand même. Je suis un garçon, enfin, j'estime que je suis un garçon généralement bien élevé, donc je me comporte comme je pense que je dois me comporter. Sinon, je ne cherche pas, moi, du tout à communiquer, je m'en fiche, ça ne change pas ma vie. Vous voyez, je suis pas... C'est un peu compliqué, mais... les journalistes ou les politiques ont besoin de la notoriété. Moi, je n'ai pas besoin de la notoriété populaire. Je l'ai, mais et ils en sont très jaloux. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont absolument tous convaincus qu'à un moment, je vais faire de la politique, parce que pour eux, la notoriété, ça sert à faire de la politique. Et la politique, ça ne peut se faire qu'à partir de la notoriété. Et donc, pour eux, c'est synonyme. Et donc, et moi, je ne veux pas faire de politique du tout. Je n'ai pas d'estime pour la plupart des gens qui font ce métier. Et je pense que leur capacité d'agir est proche de zéro. Quand vous voyez le spectacle actuel, ça vous consterne ? Non, parce que je me vois venir depuis longtemps. Vous savez, donc moi, je connais ce monde-là depuis vraiment longtemps. Et donc, je vois venir ça depuis longtemps. Vous savez, moi, je disais, j'étais en dessous de la vérité quand Madame Buzyn a commencé, qui m'était très hostile à cause des histoires de son mari, qui était là aussi une fantaisie française. Je parlais d'un conflit d'intérêts. Pendant qu'on foutait dehors, on a foutu Fillon, truc. Le directeur de l'INSERM nommé par le ministre de la Santé, qui était sa femme. Enfin, vous vous rendez compte. Enfin, c'est un truc qui est... il a fallu un temps, il a fallu un scandale international pour qu'il soit foutu dehors. Hein. Enfin, elle me détestait quand les gens me demandaient chez moi, mais qu'est-ce que tu vas faire, le ministre de la Santé? Je dis, vous savez, statistiquement, un ministre de la Santé en France, ça dure 2 ans et demi. Et donc, effectivement, elle n'a duré que 2 ans et demi. C'était le pire ministre de la Santé qu'on ait eu, selon vous. Là, je sais, ça dépend sur quel critère.
c'est pas binaire, ça dépend. Il y a compétition. Avec il y en peut-être. a eu 7. Non, vous vous rendez compte, pendant le Covid, on en a eu 7. Vous vous souvenez pas du nom de la moitié, vous voyez. Donc il y en a qui sont passés comme ça. Véran est peut-être quand même sur le podium. Ah, c'était vraiment, lui, il était vraiment Champion. Wow, il faisait le concours. La différence, c'est que Buzyn, je m'y attendais pas trop parce que Buzyn avait un curriculum vitae qui est raisonnable. C'est quelqu'un qui avait occupé des positions raisonnables, qui avait pris des responsabilités raisonnables, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne prenne pas la hauteur nécessaire. On n'a pas de conflit personnel quand on a des responsabilités de ce niveau-là. Il ne faut pas le faire. Donc ça m'a beaucoup déçu. Mais elle avait un curriculum vitae qui vous arrivez, vous dites, c'est ça votre ministre de la Santé, ça va, elle peut le faire. Après, Véran, c'était pas le cas. Véran, c'était le suppléant d'une femme que j'adore, hein, qui était députée à Grenoble, Geneviève Fioraso, qui a fait partie d'ailleurs, qui fait partie du conseil d'administration de l'IHU, qui a été ministre de la Recherche, et c'était son suppléant, et est arrivé comme ça, parce que Geneviève avait des problèmes de santé. Il n'était pas fait pour ça. C'est un médecin qui ne faisait pas beaucoup de médecine, mais beaucoup de militantisme. Et puis voilà, il s'est retrouvé à faire ça. C'était pas du tout une carte de visite comparable à celle de Madame Buzyn. Alors après, on est tombé de Caribe Dancila. Après, j'ai beaucoup de respect pour tous les métiers, mais après, pour mettre dans le monde de la médecine, mettre une secrétaire médicale comme médecin, qui n'a pas duré longtemps, parce que je crois qu'elle est restée 2 mois, parce qu'elle n'a pas été réélue. Et après, un médecin urgentiste qui était très intéressant parce que il mettait le point sur un des points qui me trouble encore dans la réalité. C'est quelqu'un qui avait fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine dans les tentatives de suicide. Et sa thèse est online, on peut la lire. Hein, je n'invente jamais rien. Hein. Quand on n'est pas mainstream, on peut pas dire vraiment de bêtises parce que tout le monde va vérifier. C'est facile de le vérifier, on peut regarder sa thèse. Et il disait, en dessous de 2 grammes, il n'y a pas de toxicité d'hydroxychloroquine, et en dessous de 2 microgrammes par ml dans le sang, il n'y a pas de toxicité d'hydroxychloroquine. On donnait 600 mg, il n'y a jamais eu de toxicité avec ça. Et comment, du jour où il est devenu ministre, il a commencé à dire qu'on a été assassins, c'est quelque chose... Comment vous expliquez ça ? Je pense que, je le redis d'ailleurs, c'est vrai, moi je fais partie de la génération Shadok, hein, donc j'ai vu Shadok, et je pense qu'effectivement les humains ont 4 cases, on ne peut pas en mettre plus que ça, et qu'il y a des gens chez qui en plus les cases ne communiquent pas, vous voyez ? C'est pareil, hein, sur l'hydroxychloroquine, c'est un des points qui m'a le plus sidéré. Vous regardez quand même le président de l'OMS a réagi au papier du Lancet Gate immédiatement en disant on arrête l'hydroxychloroquine. Mais dites, il est éthiopien, il a dû bouffer de la chloroquine toute sa vie, cet homme. Comment il peut croire que 10% des gens qui bouffent ça pendant 10 jours meurent d'arrêt cardiaque ? Mais comment c'est possible ? Vous voyez, donc, mais cette discordance, moi je l'ai toujours vu, hein, c'est mon métier, je suis médecin, j'ai toujours vu cette discordance entre l'expérience des gens et ce qu'ils croient et disent. Et c'est quelque chose qui est très étonnant. Et vous pouvez toujours montrer les images de ce que quelqu'un a dit ou fait à un certain moment, et ce qu'il dit ou fait 5 ans après, ça ne changera rien, il ne va pas changer d'opinion, hein. Ils suivent la meute, quoi, en gros. Oui, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je me l'explique pas. Il y a un moment où c'est bétonné dans leur tête, et puis voilà, ils n'arrivent pas à le sortir. C'est comme ça. Et donc, on voit un truc, et donc, ce qui veut dire que c'est pas la peine d'ailleurs de faire des débats ou de discuter. Parce que des gens qui n'ont jamais vu un malade de leur vie. Comment ça se fait que ça reste un tel objet de controverse, cette hydroxychloroquine ? Le pognon, et puis les gens veulent jamais reconnaître qu'ils se sont trompés, et puis ça a donné l'occasion à des gens qui sont des moins que rien de passer à la télévision sur les plateaux télé, et puis la jalousie, et puis l'argent, et puis... Récemment d'ailleurs, un article qui estimait à 17 000 le nombre de décès liés à justement l'hydroxychloroquine a été retiré. Vous avez considéré ça comme une victoire, vous ? Je m'en fous. Vous en foutez ?
Non, si vous voulez, moi j'attends que le temps passe, vous savez. Mais voilà. J'attends que le temps passe. Moi, je ne suis pas dans la même échelle de temps. Vous savez, il y a des millions de gens qui prennent de l'hydroxychloroquine, la dose que je donnais, pendant 10, 20 ans de suite. D'accord, pas 10 jours. 10, 20 ans de suite pour des maladies rhumatismales. D'accord, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des dizaines de millions de gens qui prennent ça dans le monde. Ça continue. D'accord. Donc, les fous qui passent là, il n'y a personne qui leur dit mais vous n'êtes pas un peu fou là. Moi, vous savez, il y a des gens, une fois, un technicien, j'étais chez Cyril Hanouna qui m'a dit merci M. Raoul, vous savez, j'ai un lupus et je prends de l'hydroxychloroquine depuis 5 ans, je n'ai jamais de problème. Donc, il y a une partie de la population qui prend ces médicaments depuis extrêmement longtemps, qui le sait. Donc, comment un truc comme ça, ma foi, si, je vais vous dire une chose vraiment très importante que je dis aux gens autour de moi qui sont plus émotifs que moi. L'idée que la vie est rationnelle et qu'elle est juste est un fantasme. Elle est ni juste, ni rationnelle. Et une fois qu'on a compris ça, on fait son boulot, et puis voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses suivent une logique rigoureuse auquel on ait accès. Peut-être que Dieu a une logique à lui. Je parle dans ce livre beaucoup de la querelle intellectuelle entre Einstein et Bohr. On ne sait pas. Bien sûr, tous les livres des 3 grandes religions disent ça. Enfin, les desseins de Dieu sont incompréhensibles. Vous êtes certain que la vérité va toujours finir par triompher ? Pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est que la vérité. J'en sais rien du tout. Il y a des phénomènes factuels, si vous voulez, qui sont susceptibles d'être constatés et qui sont reproductibles. Ça, c'est une chose. Après, la vérité avec un grand V, je ne sais pas du tout ce que c'est. Juste un mot, et on lance après, évidemment, cette discussion autour de votre dernier livre. Sur la censure, quand même, hors antenne, on en parlait un petit peu, je disais ça en début d'émission. Cette censure, vous me disiez que vous craignez que ça s'accentue, que ça aille de pire en pire. Pourquoi ? À tous les niveaux, d'ailleurs, la censure. Les enjeux, actuellement, les enjeux sont, les hommes politiques ont plus beaucoup de pouvoir, en réalité. Mais le pouvoir qu'ils ont pris, c'est le pouvoir de dire. Donc et donc, quand vous prenez, vous, le pouvoir de dire quelque chose qui n'est pas la même chose, là, vous vous attaquez au fondement même du pouvoir. C'est le pouvoir de dire. C'est le même type de pouvoir qu'avait l'Église. C'est pour ça que c'est de la propagande. Vous savez, la propagande, vous savez l'origine de la propagande ? Je vais vous apprendre quelque chose. C'est l'Inquisition qui utilisait ça. Ça veut dire propager, ça veut dire de propager la foi. D'accord ? Donc il y a une foi. Là, il faut la propager. Et c'est la propagande. Et si vous résistez à la propagande, eh bien, vous êtes un hérétique. Et si vous êtes un hérétique, il peut tout vous arriver. Mais donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme on dit dans l'Ecclésiaste. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été comme ça. C'est une des formes de pouvoir. Là, il y a une deuxième forme de pouvoir, mais qui a toujours existé aussi, qui est le contrôle du mode de vie et de la santé par les autorités. Vous savez bien que dans les lois mosaïques de la Bible, il y a toute une série de recommandations sur la santé et sur les comportements sociaux destinés... qui sont sacralisés pour destiner à maintenir la meilleure santé possible de la population. Donc, ce n'est pas des éléments nouveaux, ça, les tentatives de... Ce qui est nouveau, c'est... ce qui n'existait pas avant, c'est la puissance financière qui est en face de ça. Moi, je suis très frappé, je ne le savais pas, je me suis intéressé à ça, parce que, y compris même, je ne pensais pas... Le premier jour où j'ai parlé d'hydroxychloroquine, j'ai reçu des coups de téléphone anonymes la nuit, quelqu'un qui me menaçait de mort. Je suis allé porter plainte, on a trouvé qui c'était, c'est le docteur Raffi à Nantes. J'ai regardé pourquoi ce Raffi, que je connaissais à peine, me menaçait. Et quand on a regardé Eurofordox, qui est la déclaration de tous les labos sur l'argent qu'ils ont donné aux médecins, c'était lui qui avait reçu le plus d'argent en France, y compris de Gilead, qui était... ça vous donne une des explications. C'est pas la seule sur l'hydroxychloroquine. C'est une des explications, quand même. Il a été condamné, donc ce que je peux vous dire est vrai. La puissance financière, actuellement, du
du fonds de pension BlackRock qui a investi dans toute l'industrie pharmaceutique et dans tout le CAC 40. D'accord ? Son budget, c'est le 3e budget au monde après celui des États-Unis et de la Chine. Je ne sais pas si vous voyez, on a changé de monde. Celui de Vanguard, c'est le 7e. D'accord ? Il faut voir. Les journaux scientifiques, PLOS vient d'être acheté par Soros, je crois. Les journaux scientifiques, pareil, appartiennent pour 5-10%, mais pour des minorités suffisantes pour pouvoir faire des minorités de blocage, à Vanguard et BlackRock, le Lancet, le New England. Et donc les gens même qui dirigent ça savent très bien qu'ils n'ont plus les mains libres, c'est fini. Donc il y a une confusion là, avec une puissance financière dont moi je ne sais même pas comment. On vit une époque nouvelle pour ça. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Vous vous rendez compte ? La puissance financière de ça, c'est extraordinaire. Vous êtes très solide, on le voit, et puis même face à l'adversité et aux gens qui vous critiquaient. Honnêtement, là, entre nous, j'ai envie de vous demander, vous n'avez quand même jamais craint pour votre vie, ou en tout cas pour votre intégrité physique ou celle de vos proches, vous parlez de menaces Vous savez, je ne veux pas faire de la Là, vous touchez à des, je veux pas faire des choses très sensibles. Publicité pour mes autres ouvrages, mais vous avez qu'à lire mon autobiographie. Vous savez, je fais partie d'une famille où, si vous voulez, j'aurais honte de craindre quoi que ce soit, parce que ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec, et les risques qu'ils ont pris n'a rien à voir avec les risques que je prends moi. C'est ridicule. C'est pour ça, c'est bien l'histoire. Hein. C'est l'histoire qui vous apprend comment on doit se comporter. Mais ces labos, il y a des tas de... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que ces labos peuvent pas, à un moment donné, on ne donne pas de nom, mais voilà, payer des gens pour faire autre chose que de l'intimidation ? Oui, ben, enfin maintenant, vous savez, le Covid est passé, hein, donc le vaccin, plus personne n'y croit. Tout le monde sait que c'est une immense fantaisie. Le remdesivir, tout le monde sait que c'est une escroquerie. Ben, ça va. Oui, donc finalement, le temps, quand même, vous a donné en partie raison, et bon, ça fait quand même plutôt plaisir, ça, avec le recul, quand même, quand vous voyez des gens qui vous voient hégémonie, puis qui finalement, voilà, on voit malheureusement pour certaines personnes les dégâts et les effets secondaires qui sont reconnus de plus en plus. Oui, et puis, non, puis il y a des choses qui me font plaisir. Vous savez, Delfrécy, que je connaissais bien, qui faisait partie de mon conseil d'administration, qui dirigeait le conseil scientifique, a fini par faire ses aveux en disant qu'il n'y avait aucune évidence sur les mesures sociales, qu'ils avaient été beaucoup trop optimistes sur le vaccin et que c'était pas possible de l'éradiquer. Je lui ai écrit et je lui ai dit, tu vois... On l'a plus entendu, lui, 2 ans, il a dit ça. Ouais. Et tu lui dis, tu vois, 2 ans après, tu dis la même chose que moi. Il m'a répondu, il m'a dit, moi je disais le vaccin après 65 ans, je disais, mais moi je n'ai jamais dit autre chose. Je dis, le vaccin, ça peut servir à prévenir les formes graves de la maladie, mais comme on savait qu'il n'y avait pas de forme grave avant 50 ans, c'était... Et l'idée de l'éradication, qui est une idée de Bill Gates, hein, parce que tout ça, si dedans il y a une responsabilité majeure, c'est Bill Gates, honnêtement. Hein. Il a acheté l'OMS, il milite, il a acheté les vaccins, il milite depuis des années pour faire des vaccinations généralisées. Comment vous expliquez ça, avec ce type Le fou. La folie Oui, fou, oui, c'est de l'hybris. C'est rien d'autre que je suis le maître du monde. Enfin, c'est de l'hybris. Vous l'avez jamais rencontré ? Non, puis je ne veux pas le rencontrer. Je vois sa tête, quand je vois sa tête et qu'il était il était dans cette mouvance, vous savez, de l'augmentation merveilleuse de la longévité humaine. Je vois sa tête, je peux lui dire, il ne vivra pas jusqu'à 120 ans. Hein. Franchement, il ne vit pas en bonne santé. Hein. Alors, cher Didier Raoult, on va bien sûr parler de ce livre événement. D'ailleurs, merci encore de nous accorder, pas une exclusivité, mais vous avez fait peu de médias, donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, ça s'appelle Homo Chaoticus, Révolution dans l'évolution. Alors d'abord, une question toute simple. Bon, on a dû vous la poser à nombreuses reprises, mais les gens n'ont peut-être pas vu vos autres émissions. Quelle est la genèse de ce livre, d'abord ? Vous savez, moi, je fais de l'évolution depuis que je suis tout petit. Hein. Mon père, les histoires que me racontait mon père quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était l'histoire de l'évolution. Comment il s'inscrit dans l'ensemble de votre œuvre ? Hein ? Comment il s'inscrit dans l'ensemble de votre vous savez, la plupart des choses dont je parle dans ce livre sont des choses, d'abord, soit quand il s'agit de philosophes ou d'épistémologie, des choses que j'ai lues. Vous travaillez depuis longtemps dessus ?
Sur le livre, Ouais. l'idée et la construction du livre, la manière de le prendre, je ne savais pas très bien comment le prendre, c'est compliqué. Bien sûr, c'était d'essayer de faire une synthèse sur ce que nous savons globalement depuis l'ère de la génomique. Qu'est-ce qu'on a appris et pour mettre ça en forme et pour en faire quelque chose qui se tienne, ça m'a pris... Mais j'ai commencé les premiers plans que je marquais sur mon carnet en 12 ans. Hein. Donc c'est pas d'hier. Mais moi, j'ai fait mon premier génome en 2000. Et dès 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait des parasites génétiques. Alors on rappelle pour les gens qui nous écoutent et qui d'ailleurs sont sûrement passionnés par ce que vous allez dire, le génome, en 2 mots, si vous deviez expliquer. Si vous voulez, c'est l'ADN qui constitue la plus grande partie de l'information des cellules. Qu'il s'agisse de bactéries, de virus ou de parasites. Et donc, très tôt, sur notre premier papier, on s'est rendu compte qu'il y avait des parasites génétiques, des petits parasites qui faisaient, je ne sais pas, 300 bases. Un gène, ça fait 3000 bases, hein, donc c'est un petit bout, qui a des formes très particulières, qu'on appelle des tige-boucs, c'est-à-dire qui ont les 3/4 qui sont bicaténaires, c'est-à-dire qui sont complémentaires, qui forment un rail, et puis au bout, il y a une boucle, et c'est ce qui protège. On pense maintenant, les gens qui s'intéressent à l'évolution depuis un certain temps, c'est pas moi qui ai évoqué ça en premier, pensent qu'en réalité, toute l'origine de la vie, c'est les tiges-boucles d'ARN. Ça a commencé comme ça, parce que l'ARN est autocatalytique, donc il est capable de s'auto-reproduire sans avoir de machinerie. D'accord ? Et que pratiquement tous les gènes et toutes les séquences que l'on connaît comportent de ces tiges-boucles que l'on connaît. Et on voit que c'est un assemblage de tiges-boucles. Et donc, ça, c'est un premier papier qu'on a appelé l'ADN égoïste dans Rick et Diaconori, qui est un papier qui a été publié dans Science en 2001. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième papier, toujours sur les mêmes bestioles, pour montrer qu'est-ce que c'était que l'ADN dans ces bactéries dont on ne reconnaissait pas que ça pouvait servir à ce à quoi on pensait que l'ADN servait essentiellement, c'est-à-dire faire des protéines, et donc que les gens appelaient du junk DNA, c'est-à-dire du DNA poubelle. Très souvent, quand les scientifiques ne savent pas, ils foutent à la poubelle. Hein. C'est parce qu'on n'arrive pas à les classer. Et donc, nous, on a expliqué ce que c'était que le DNA poubelle. En réalité, que c'était des anciens gènes qui avaient été détruits et que on a inventé une nouvelle manière de voir les choses, qui est que chez les microbes, c'est ceux qui perdaient les gènes qui devenaient les plus spécialisés, les plus méchants en réalité. Et donc la méchanceté des microbes ne vient pas de gènes ajoutés, mais de gènes détruits. Donc ça m'a amené à avoir des réflexions sur utiliser la génétique pour essayer de réfléchir sur comment fonctionne l'évolution, sachant que je savais déjà que Darwin était une légende destinée à montrer que le texte de la Bible était faux. C'est devenu une espèce de symbole terrible. Vous savez qu'actuellement aux États-Unis, il y a encore 50% des gens qui pensent que la création s'est faite comme c'est écrit dans la Bible, qui se battent contre les 50% qui disent mais non, c'est Darwin qui a raison et moi je ne crois ni en l'un ni en l'autre. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, les données que nous avons montrent que ce que proposait Darwin n'est pas croyable. C'est pas vrai, quoi. Quels sont les principaux justement aspects de la théorie darwinienne que vous remettez en question ? Oh ben tout, il n'y a rien de juste. Rien n'est raisonnable. La première chose, c'est de penser, parce que on appartient à notre culture. Et donc la science appartient aussi à notre culture. La première chose, c'est sa vision de l'arbre de la vie, c'est-à-dire tout part d'un point unique et puis évolue à partir d'un point unique et d'une façon qui dessine, qui est quasiment linéaire. Ça, c'est stupide. C'est complètement idiot. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça, on sait que c'est pas vrai. Bon, ça s'est mélangé. Il y a eu des échanges de séquences génétiques entre les... Et donc ça a amené, par exemple, pour une des bêtises les plus répétées que vous trouverez volontiers d'ailleurs dans tout
dans les compendiums de bêtises les plus complets, il y a souvent Wikipédia. C'est très bien pour les bêtises Wikipédia. Donc, si vous regardez encore maintenant Homo sapiens, donc on va vous dire, voilà, Homo sapiens, l'homme moderne, il a pris le dessus sur Néandertal, et puis Néandertal a disparu parce qu'il y en a qui vous expliquent qu'il était plus bête, d'autres qui étaient... Bon, en réalité, Néandertal n'a pas du tout disparu. Toute la partie indo-européenne est en réalité un mélange de Néandertal et de Cro-Magnon. Donc vous avez 2 ou 4% de gènes de Néandertal, comme moi d'ailleurs. Et puis, donc Néandertal n'a pas du tout disparu. Mais dans la perspective darwinienne, il n'était pas possible. Vous voyez, l'idée de la victoire du plus fort est incompatible avec le métissage. Mais elle était très compatible avec la vision de l'Angleterre de l'époque. L'Angleterre dominait la moitié du monde. Et donc, ils pensaient qu'ils représentaient une élite et qu'ils étaient là parce qu'ils étaient les plus forts. Parce qu'ils avaient... Et ce qui allait aussi avec cette notion luthérienne ou calvinesque, je ne sais pas, de la grâce. Donc, c'est le peuple qui avait la grâce. Et donc, qui dominait parce ils étaient les plus forts. Puis, c'était logique qui dominait. Et donc, à côté de ça, il y avait d'autres théories scientifiques qui sont beaucoup plus proches de la réalité, qui disaient, mais vous savez, on ne sait pas du tout pourquoi il y a une espèce qui domine à un moment, et de toute manière, ça n'a pas été linéaire, ça a été chaotique. En réalité, l'histoire de la vie est une histoire qui est pleine de chaos, de bruit et de fureur. Ça s'écroule, on ne sait pas pourquoi, il y a des changements climatiques, ce n'est pas le premier, il y a des effondrements de population, on ne comprend absolument pas, et qui sont remplacés par d'autres parce que l'espace vacant est occupé par de nouvelles formes de vie. Et donc, ça représente ça, des choses que l'on sait maintenant. La deuxième chose que l'on sait maintenant, c'est que on intègre au niveau... nous, les humains, avons intégré des morceaux d'ADN qui venaient de parasites qui nous ont infectés. Et que nous sommes ce que nous sommes en ayant intégré des morceaux de virus, des morceaux de bactéries, et que si on ne les avait pas intégrés, on n'existerait pas. Voilà. Le placenta, par exemple, j'explique longtemps, le placenta, c'est dû à un virus très proche du virus du sida qui s'est intégré dans notre génome et qui a fait que chez les mammifères, il y a une partie des mammifères qui est placentaire, celle qui vivait dans une partie, dans le continent nord, si vous voulez, tandis que celui qui était le continent sud, qui fait l'Amérique du Sud et l'Australie, n'a pas été infecté par ce virus, et donc c'est eux qui ont les marsupiaux qui n'ont pas de placenta. Donc on voit bien qu'il y a géographiquement, chez les mammifères, une différence entre ceux qui ont subi l'épidémie et ceux qui n'ont pas subi l'épidémie. Donc ça, ce n'est pas des phénomènes, vous voyez, de mutation, comme les voyez, ou des petits changements comme le voyait Darwin, c'est épidémique. Et donc, moi, ce que je sais, c'est que les épidémies, ça transforme les populations, ça fait des chaos, et que de temps en temps, ça injecte de l'ADN dans les cellules, et ça transforme les espèces qui ont été infectées. Comment vous expliquez justement que des théories largement acceptées comme celle de Darwin aient perduré aussi longtemps, malgré leur faiblesse empirique? Vous disiez que c'était parce que les Anglais se croyaient les plus forts. Comment... Ça rejoint d'ailleurs un peu notre discussion du début de l'émission. Non, mais vous me posez des questions, personne ne peut répondre à un truc pareil. Enfin, pourquoi les gens sont cons? Mais j'en sais rien du tout. Ils sont incultes, on leur apprend que des conneries. Comment voulez-vous qu'ils le sachent? De toute manière, en regardant la télévision, qui regarde... La science moderne, elle est trop influencée par... C'est BFM TV qui va leur expliquer ça. Mais vous rigolez, non? La science moderne, elle est trop influencée, selon vous, par les paradigmes dominants? Même pas. C'est même pas ça. Moi, quand j'ai commencé à faire mon émission de télévision sur l'IHU, c'était... Cartonné, d'ailleurs. Que j'appelais « On a le droit d'être intelligent », c'est parce que j'avais trouvé que le trou qui s'était creusé entre ce que nous savons au XXIe siècle et ce que c'est ceux qui sont censés être les savants, est devenu un gouffre. Et que donc, il faut bien leur expliquer, il faut bien que quelqu'un l'explique. Mais c'est assez mal pris. Hein. Quand vous dites aux gens, vous savez, ce qu'on vous a appris pendant vos études, c'est une bêtise, c'est complètement faux.
Ils le prennent mal, les gens. Donc, ils retravaillent plus. Une fois qu'on leur a appris quelque chose à l'école, ils retravaillent plus, vous savez. Et donc, c'est entré, c'est bétonné. Là, c'est un caillou auquel vous n'avez pas accès. C'est comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire poursuivre l'intégration de données nouvelles et les faire intégrer, c'est une chose qui est très complexe. Chacun doit faire... Moi, je fais ma part de mon boulot, j'écris des livres. Bon, les autres doivent faire la part de leur boulot. Les systèmes éducatifs doivent revoir leur manière d'enseigner. Pardon ? Les systèmes éducatifs qu'on connaît doivent revoir leur manière d'enseigner l'évolution, d'après vous. Il faut tout changer, mais vous savez bien, on vit dans un monde à part. Si on vit ce qui est difficile à souhaiter, mais ce qui est une situation entièrement chaotique, on ne peut rien changer du tout. Si vous regardez les malheureux qui ont essayé de changer les systèmes éducatifs, en réalité, dans les systèmes éducatifs, la première chose que vous ne pouvez pas changer, c'est les matières. Parce que vous avez les profs, vous avez l'association des agrégés, les profs, les syndicats qui disent « moi je veux 3 heures, moi je veux 2 heures ». Et donc, vous pouvez pouvez pas toucher ça. Vous ne pouvez pas toucher ça. Donc c'est un truc, déjà même la répartition des heures. Ensuite, ce qu'on leur enseigne, moi j'ai toujours trouvé, écoutez, je suis un scientifique, je n'ai jamais eu de problème technique avec les mathématiques, mais enfin ce qu'on apprend aux gosses à l'école avec les mathématiques, ça sert strictement à rien, c'est rien du tout. Il ferait bien mieux de leur faire de l'épistémologie ou de la philosophie à partir de la 5e. Ça c'est utile d'apprendre à réfléchir, à remettre les choses en cause, à penser. Mais on a abandonné les sciences humaines et sociales, ce qui n'était pas le cas, ce qui est arrivé avec ma génération, ce qui n'était pas le cas avant. On faisait du latin, on faisait du grec, ce qui apprenait l'histoire. On apprenait l'histoire comme ça. Maintenant, ceci a complètement disparu. Il y a une méconnaissance totale de l'histoire humaine, y compris probablement celle de l'histoire de France. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On a appris que Delegue, cette semaine, ne savait pas qui était Pétain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Delegue, il est dans votre ville, d'ailleurs, à Marseille. Ça vous fait... Non, mais quand vous entendez ça, vous... Enfin, parenthèse, hein, mais... Non, mais moi, vous pouvez... ça dit quoi du personnel ? Non, mais moi, vous ne pouvez pas me surprendre en me disant que les gens sont d'une ignorance crasse. Moi, je vois ça tous les jours, je le sais. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais... Non, mais ce personnel politique, voilà, qui est renouvelé, et on voit le niveau, ils ne savent même pas lire. Alors après, il paraît que c'est un mépris de classe quand on les critique. Non, je pense que c'est général. D'ailleurs, il y a c'est un élément dont je parle dans le livre, il y a une baisse du QI dans les pays de l'OCDE qui est très marquée depuis le début du XXIe siècle. Ah, scientifiquement c'est marqué. Avéré. Ah oui. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est une des choses dont on a beaucoup parlé avec Idriss sur les espoirs que le progrès humain allait continuer. Les gens pensaient vraiment qu'on allait vivre 120 ans, 140 ans. Et aux États-Unis, l'espérance de vie s'est cassée la gueule d'une manière très très significative ces dernières années. Hein. Ils en sont à 76 ans, hein. Comment vous expliquez moins que ça, Cuba. Comment on explique ça ? Je vais vous redire quelque chose, mais c'est compliqué. Vous voyez combien c'est compliqué d'expliquer aux gens, même quand ils sont bienveillants. La vie n'est pas raisonnable et la vie n'est pas juste. Voilà. Quand vous avez compris ça, c'est pas injuste d'avoir un cancer du pancréas. Si un jour vous avez un cancer du pancréas, ce que je ne vous souhaite pas, c'est que vous avez un cancer du pancréas. Qu'il y ait une rationalité derrière chaque élément est un fantasme, et c'est un fantasme très occidental. Pire qu'occidental, ça vient vraiment... mais la vraiment, science, elle se fout de ce qui est juste ou pas juste, comme vous dites. Oh non, vous trompez. La science... Moi, j'ai expliqué que j'ai toujours des relations un peu étranges avec l'INSERM, parce que le type qui dirigeait l'INSERM quand je commençais à faire de la science, c'était un des pires fascistes que j'ai rencontrés de ma vie. Donc je l'ai insulté, et je ne voulais pas travailler avec l'INSERM. Donc c'est pour ça que je suis allé au CNRS. Et puis il est parti, et puis un jour, le directeur de l'INSERM m'a dit « Didier, est-ce que si on te donne le grand prix de l'INSERM, est-ce que tu accepteras ? Tu peux pas nous jeter la figure en disant « Je ne veux pas de votre prix ». Je lui ai dit « Non, je n'ai rien contre toi, si tu me le donnes, très bien ». Je fais un discours et je leur dis « Écoutez bien ce que je vous dis ». C'était 2010, je crois.
c'était déjà d'une perspective que vous comprendrez bien dans le domaine de l'évolution. Je dis, vous savez, vous voyez le monde d'une manière linéaire parce que c'est la manière de voir dont l'évolution, parce que c'est la manière de notre culture qui est, pour simplifier, aristotélicienne. Si, et ça va arriver, c'est en train d'arriver, il y a actuellement, en 2010, il y avait autant de thésards en sciences en Chine et autant de thésards en sciences en Inde que dans les États-Unis et l'Europe réunie. Pour l'instant, ils font semblant de croire à nos mécanismes de pensée, mais ils ne le croient pas, puisque dans ces mondes-là, l'évolution du monde est circulaire. Elle n'est pas rectiligne. Le jour où ça va rentrer, ça va commencer à l'analyse de ça et la réflexion avec, en étant bouddhiste ou hindouiste, vous n'arriverez pas du tout à la même chose que Darwin, qui est un post-aristotélicien. Donc il y a une vision, cette vision que nous avons, elle vient des philosophes de l'Attique qui pensaient, c'est eux qui ont inventé que tout avait été créé en une fois, c'est Aristote, c'est les bêtises d'Aristote, qui ont duré jusqu'au XVIIIe siècle. Enfin, c'est terrible. Hein. Et donc, déjà à l'époque, avant même Aristote, il y avait des gens qui disaient c'est pas du tout comme ça que ça passe. Héraclite disait c'est la foudre qui gouverne, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le chaos qui gouverne. C'est-à-dire que ça avance, et puis il y a un chaos, et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et les chaos sont bons ou mauvais. Moi, je le donne souvent comme exemple parce qu'il est contesté par personne, finalement, qui est celui de la peste du bas Moyen-Âge, qui va tuer 50% de la population européenne, et c'est le début du triomphe de l'Europe. C'est la Renaissance, et les Européens envahissent le reste du... Comment vous expliquez ça? C'est rationnel, ça? C'est juste? Comment vous voyez le rôle du hasard dans l'évolution? Ah, ben, moi, je crois beaucoup. Je pense que dans le hasard, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont vraiment liées au hasard, ça maintenant on le sait. Hein, c'est vraiment la discussion de Bohr avec Einstein, d'une part, et puis d'autre part, il y a des choses qui ne sont pas du hasard, mais de l'ignorance. Ce qui était l'hypothèse d'Einstein. Il y a un qui disait c'est du hasard, et l'autre qui disait non, c'est pas du hasard, Dieu joue pas au dé. Donc il y a une partie de choses qu'on ignorait totalement, et puis une partie des choses qui sont effectivement liées au hasard. Alors justement, j'aimerais bien que vous nous expliquiez aussi l'importance pour les gens, encore une fois qui n'ont pas votre savoir, l'importance des microbes et des virus dans l'évolution, selon votre théorie, justement. Ah ben, si vous voulez, moi, encore une fois, je pense que la plupart des phénomènes la plupart des modifications qui se sont passées génétiquement ont été importées par des séquences nucléiques. Alors, on n'arrive plus à les définir. Maintenant, on est un peu au bout. C'est-à-dire, au début, quand on parlait des microbes, on parlait des bactéries. C'est des choses qu'on voyait au microscope. Puis après, il y a les virus, qu'on appelait les ultravirus, parce qu'ils passaient à travers des ultrafiltres, mais qu'on ne voyait pas au microscope. Et actuellement, on en est à quelque chose. Je suis content parce que le temps que j'écrive ce livre, eh bien, on a montré que ça existait aussi chez les hommes. Maintenant, on est au stade des viroïdes. Les viroïdes, c'est des trucs qui font 300 paires de bases. On sait que c'est des agents infectieux chez les plantes. Hein. C'est un des plus gros problèmes agronomiques. Hein. Ça tue les gens de nicotine. Peut-être que c'est pas grave. De cannabis, de tomates. Donc c'est... ça s'auto-multiplie, si vous voulez, à l'intérieur des plantes, et ça tue les plantes. On ne savait pas, donc et bien entendu, ça utilise tout le système de ce que ça parasite. Donc on ne savait pas comment trouver ça chez l'homme, parce que c'est des petits bouts d'ARN, que l'ARN est extrêmement fragile, que c'est très compliqué à trouver. Et donc il n'y avait que les botanistes qui travaillaient là-dessus. Moi, je ne crois pas que dans la biosphère, il y ait quelque chose qui soit spécifique d'un règne. Je pense que quand ça existe dans un règne, ça existe partout. Alors, je crois que c'est général. Et donc, j'étais sûr qu'il y avait des viroïdes chez les humains. Et il y en avait un qui attendait qu'on le nomme viroïde, qui s'appelle l'agent delta, qui est quelque chose que l'on trouve chez des gens qui ont une atteinte hépatique liée au virus de l'hépatite B, et qui
peuvent acquérir cet agent delta par injection aussi, et qui donne une aggravation de cette hépatite, et qui maintenant vient d'être reclassifié comme étant le premier viroïde pathogène, la première maladie à viroïde que l'on connaisse chez les hommes. Mais c'est extrêmement récent. Et puis vient d'être découvert un autre viroïde qui est porté par 20% dans 20% des prélèvements humains testés à ce jour. Mais ça vient de sortir, c'est un papier qui a 3 mois, et qui a été appelé obélisque, pas avec un X comme le nôtre, mais SK. Et donc, il y a cette partie-là. Donc déjà, moi, je travaillais sur ce que je croyais les plus petits microbes en dehors des virus, qui sont un embranchement parallèle aux bactéries, jusqu'au XXIe siècle, on ne les connaissait pas. Il y en a autant que des bactéries, d'accord, à la surface de la Terre. Il y en a dans toutes les parties du corps humain. C'était passé complètement inaperçu parce qu'on n'avait pas les outils et qu'on ne savait pas que ça existait. Donc la partie du monde qui nous est inconnue, y compris à l'intérieur de l'homme, est absolument inouïe. C'est incroyable. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et c'est pas fini. Et si je vous dis, pour finir sur notre niveau d'ignorance, notre génome, le vôtre, le mien, on était parti du plus simple, bien entendu, parce qu'on ne peut pas commencer par le plus compliqué. On va commencer par les bactéries. Alors, les bactéries, elles ont en général un seul chromosome, et dans ce chromosome, 99% de séquences d'ADN que l'on trouve codent pour des gènes, c'est-à-dire des choses qui vont fabriquer des protéines, plus ou moins exprimées, mais qui font fabriquer des protéines. Et donc, au début, on pensait que tout allait être comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient ça, mais qui n'avaient pas que ça, qui avaient en plus les fameuses tiges boucles dont je vous parle, comme les viroïdes, et dont on ne sait pas à quoi elles servent. Chez l'homme, et au fur et à mesure que la complexité augmente, chez l'homme, il n'y a plus que 1% des séquences qui codent pour quelque chose qu'on connaisse. Le reste, c'est des séquences répétées. La plus répétée de toutes, c'est ALU1. Il y a 1 million de copies, c'est-à-dire 10% de votre génome, c'est-à-dire 10 fois plus que de gènes, c'est ALU1. Il y en a une qui est un peu plus grande, mais qui n'a que 500 000 copies, mais qui fait 14% du génome. C'est-à-dire que des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, LIN et ALU1 font un quart de votre génome. Et on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça marche, et on ne sait pas comment on les a acquis. D'accord ? Et donc, quelle est la place qu'il reste dans l'évolution humaine ? Ce qui est une bonne question qu'on m'a posée hier, je crois. Est-ce qu'on peut rajouter ? Parce que en plus, ces trucs font des épidémies internes. C'est-à-dire, ils se multiplient dans notre génome et puis ils se déplacent. Ils vont d'un coin à l'autre. Par exemple, on connaît peu de conséquences de ces ALU. Il y en a une qu'on connaît, moi, qui m'amuse beaucoup. Il y a une dizaine de conséquences sur des maladies, par exemple. Mais il y en a une qu'on connaît, c'est si nous n'avons pas de queue derrière. Et les grands singes qui n'ont pas de queue derrière, c'est parce que chez les grands singes, il y a une séquence ALU qui s'est mise dans le gène qui code pour la queue. Et comme il y avait déjà une autre séquence ALU, ils se sont hybridés, ils empêchent l'expression du gène de la queue. Donc on n'a pas de queue derrière. Donc c'est une des rares fonctions que l'on connaisse ou qu'on ait identifiées chez ALU1. Donc vous voyez que notre niveau d'ignorance est terrifiant. Donc ce qu'il faut, et s'il y avait une politique de recherche quelconque dans ce pays, en réalité, ce qu'il faut, c'est faire ce que font les Chinois, c'est-à-dire un suréquipement technique alors qu'on a un sous-équipement technique terrifiant. Nous, on fait de l'emploi administratif, c'est ça qu'on fait, on dépense notre argent à ça. En matière au lieu de d'acheter les recherche machines scientifique, là, vous parliez de la Chine, on est où dans le monde aujourd'hui en France, après vous ? Si vous rapportez ça à la population, on est 27e. D'accord ? Il ne faut pas oublier que la France... Mais est-ce qu'on avait les moyens d'être meilleurs ? Ah oui. Ah oui, vous regardez ce que fait Singapour, vous regardez ce que font Taïwan, vous regardez ce que fait la Chine maintenant. Comment vous expliquez ça alors ? Des choix Mais on s'en fout de la recherche. Mais vous avez vu un homme politique, ils mettent à chaque fois la recherche, ils mettent des types dont ils se foutent complètement. Il y en a eu qu'un qui était vraiment un chercheur, mais il avait des prises de position qui étaient un peu brutales. C'était Allègre. Allègre était un grand chercheur, il avait une véritable vision, Claude Allègre, ouais. Mais il n'était pas tolérable politiquement parce qu'il était trop autonome. Donc,
c'est incompatible la politique avec l'autonomie intellectuelle, c'est pas possible. Ou du moins c'est très très difficile. Tu parlais du mammouth, je crois, qu'il fallait dégraisser le mammouth. Ouais, bien sûr, lui il avait compris que c'était l'administration qui empêchait la recherche. Et donc effectivement, en plus le goût pour mais vous pensez que vous auriez été technologie, chinois, vous auriez eu les moyens enfin, bon, moi je ne peux pas, honnêtement, jusqu'à un passé récent, je ne peux pas me plaindre. Hein. Ça coûte cher aussi, pardon. Non mais honnêtement, moi je ne peux pas me plaindre. Jusqu'à l'histoire du Covid, où j'ai fait que faire mon métier, je ne comprends pas pourquoi ça a tellement irrité les gens que je fasse mon métier. Moi j'avais fait ce projet qui est le premier institut depuis la création de l'Institut Pasteur, dédié aux maladies infectieuses. À la pointe. Et on avait le meilleur équipement, on a toujours le meilleur équipement au monde en termes de microbiologie et maladies infectieuses. Donc on était parfaitement prêts et parés. Et j'avais déposé ce projet qui a été le projet scientifique, médical, le mieux financé de l'histoire de France. Donc, on a reçu en tout, entre la première vague et ce qu'on a récolté, à peu près 100 millions d'euros pour faire ça. D'accord, on a fait un bâtiment dédié à ça, on soigne les gens en toute sécurité. Donc moi, je ne peux pas dire, les gens, on a eu à chaque fois qu'un équipement est sorti, on a été le premier laboratoire de microbiologie au monde à l'avoir. Les premiers séquenceurs automatiques, les premiers séquenceurs automatiques géants, les premiers appareils à analyser les protéines en masse, ça a toujours été nouveau. Donc moi, je ne peux pas me plaindre. On a été suivi beaucoup par les collectivités territoriales, pendant très longtemps par le CNRS, pendant longtemps par l'État. Et puis là, ils sont devenus fous. Je ne sais pas ce qui leur est passé. Je ne sais pas s'ils sont devenus fous de jalousie ou s'ils sont devenus fous. Mais vous savez, j'avais fait 3500 publications scientifiques. Hein. Donc les moyens, je les ai toujours eus. Mais c'est vrai que pendant la dernière année de mon activité intensive, les seuls rivaux que j'avais, c'est les Chinois. Les Chinois, ils ont bien compris ce que je fais, ils font la même chose. Hein. Moi, quand je fais quelque chose, les Chinois, ils regardent s'ils peuvent le refaire, s'ils peuvent aller plus loin. Et il y a des choses où ils me prennent de vitesse parce qu'ils ont une puissance de feu qui est terrible. Vous diriez qu'on peut encore faire de la recherche librement en France aujourd'hui ? Ou ça devient compliqué ? Si vous voulez, la recherche, c'est la même chose que la politique, c'est la même chose que... Il y a une politisation de la recherche. Oui, ça a probablement toujours existé. Non, le problème actuellement, si vous demandez actuellement qu'est-ce que c'est que le problème des chercheurs, qu'est-ce que c'est que le problème des enseignants, qu'est-ce que c'est que le problème des trucs, c'est le bien-être. Donc on est dans une société du bien-être. Voilà. Et donc ce qu'on demande aux gens, écoutez, il y a actuellement, nous on voit des étudiants, moi je suis content de ne plus faire ça, hein, je ne le ferai pas maintenant, qui disent, quand leur directeur de thèse leur dit, écoute maintenant il faut que tu écrives ta publication parce qu'il faut que tu aies ta publication pour passer ta thèse, qui vont se plaindre à leurs référents du fait qu'ils sont harcelés pour écrire leur publication. Donc il faut voir, enfin, c'est pas qu'à l'école que les gosses parlent mal aux profs. Chez nous, c'est pareil. Vous avez des étudiants en thèse qui ne travaillent pas, qui ne viennent pas. Puis en plus, ça a été accéléré par le télétravail où ils ne sont plus venus du tout. Et donc maintenant, si vous voulez, le confort, le bien-être, si vous voulez, est l'élément essentiel. Et on suit la même chose que l'école, que le collège unique. Encore une fois, moi je suis content de ne plus avoir à m'occuper de ça. J'ai été président d'université, les choses n'étaient pas comme ça de longtemps. C'est maintenant, on évalue une école doctorale au fait que 100% des étudiants ont leur thèse. Et si 100% des étudiants n'ont pas leur thèse, comme le bac, quoi. On vous enlève... Hein ? Comme le bac. Il faut que, dès que les gens rentrent à la maternelle, il faut qu'ils puissent aller jusqu'à la thèse, quoi qu'il arrive. Donc, comme le taux de réussite au bac, ça ne veut plus rien dire, le bac, à un niveau plus bas. Non, je suis bien d'accord. Donc, c'est toutes ces strates-là, dans toutes ces strates-là, on a changé de modèle. Peut-être parce qu'on n'a plus besoin d'avoir... D'abord, il y a plein d'humains, il y a peut-être trop. C'est pas la même chose dans tous les pays occidentaux, c'est lié qu'à la France
La France touchée que les est autres. quand même, la France est très mal classée. Vous savez, il y a un classement qui s'appelle PISA, là, qui compare dans les pays de l'OCDE la performance dans les choses de base, les mathématiques de base, mais l'arithmétique, enfin, la maîtrise du vocabulaire, etc. Et là, la France recule aussi de manière spectaculaire. Hein. Très spectaculaire. Pareil, je crois qu'elle est à la 27e place. Donc, il se passe quelque chose en France. Donc moi, je serais bien, quand je dis et je redis, je serais bien incapable de faire de la politique. Je ne sais pas comment on retourne un truc pareil, je ne sais pas quoi. À part par des situations chaotiques, où là on est capable de redistribuer entièrement les cartes, les modes et les trucs, je ne sais pas comment on remet les choses d'une manière fonctionnelle, je ne sais pas comment on fait. Les instituts de recherche et les institutions pardon, de recherche et celles qui les contrôlent, est-ce qu'elles ont assez d'indépendance en France, d'après vous? Peut-être ça le problème. Vous savez, un ministre de la Recherche que j'estimais m'a dit, vous savez, quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, déjà, le CNRS, vous en occupez pas, vous touchez pas, parce que ça va nous foutre la merde et c'est pas la peine. Ça commence comme ça. Ministre de la Recherche. Et quand vous arrivez au ministère de la Santé, c'est pareil. Moi, j'ai été conseiller d'un ministre de la Santé. J'ai vu ce qui se passait. Le malheureux, c'était Jean-François Mattei. Hein, le malheureux, c'est mon collègue. Il était prof en même temps que moi à Marseille. Quand il est arrivé, le temps qu'il arrive, il a hérité du personnel qui avait été recruté par Kouchner, qui l'a trahi à la première occasion, qui pendant la première année lui a caché les données. Ils savent tous que ça dure 2 ans et demi, un ministre, d'accord. Donc ils disent pendant 1 an, il faut qu'il n'ait pas accès à tout, on lui planque. La deuxième année, il y a une petite fenêtre, et puis pendant la deuxième année, ils disent, on lui planque pendant encore 6 mois, il sera plus là. Donc il dirige rien du tout. En plus, ces gens, pour qu'ils dirigent quelque chose, il faudrait qu'ils arrivent avec, qu'ils aient préparé un cabinet à l'avance, avec qui ils aient travaillé, pour lequel ils aient fait mais pardon, en de face, véritables projets. le monde de la recherche, il ne s'émeut pas beaucoup plus. Hein. Bon, vous êtes un peu une grande gueule, avec tout le respect que j'ai pour vous, donc on vous entend, mais vous êtes dans le domaine de la recherche en France. Si on doit donner la parole, ou en tout cas mettre des visages sur des gens qui haussent un peu le ton, il n'y a personne. Vous savez, la plupart... D'ailleurs, pour ça qu'on vous est rentré, je pense qu'on vous a un peu cherché les noix, c'est que vous aviez une tête qui dépassait. Quoi. La plupart de ceux qui sont bons que je connais sont partis de France. Hein. Ah. Ils sont aux États-Unis. États-Unis, Allemagne, regardez, tout le monde est fier. On a une prix Nobel, très bien. La fille qui a découvert le CRISPR, elle est en Allemagne. Si on lui a demandé de revenir en France, elle dit « un peu fou, on ne peut pas travailler en France ». C'est l'argent, c'est quoi? Non, c'est la liberté, c'est l'administration, c'est qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a 36 000 papiers, il y a 36 000. Le poids de l'administration dans ce pays a atteint un niveau absolument gigantesque. C'est pas que l'argent manque, mais il n'est pas utilisé à quoi il peut l'être. Regardez les machines, niveau d'équipement des machines, moi j'ai vu ça pendant le Covid. Là. À un moment, le président m'a demandé d'aider à superviser la mise en place des outils minimaux pour pouvoir avoir des séquences. L'Angleterre séquençait 20 fois plus de virus que nous, quand même. Et nous, on séquençait beaucoup parce qu'on a toujours séquencé beaucoup. On a regardé, il y avait un CHU sur 2 qui n'avait pas de séquenceur automatique. Donc c'est un niveau de pays sous-développé. Vous savez, on a moins de scanners en France par habitant que la Turquie. Donc les machines, on les a pas. Donc avec ça, on ne peut pas faire de la bonne médecine. On aurait dû abandonner la radio traditionnelle depuis... même la Cour des comptes l'a écrit. Mais pour ça, il faut acheter les scanners. Vous allez en Inde, vous allez en Chine, et les scanners, ils ont abandonné la radio traditionnelle pour le remplacer que par des scanners, dont le prix est le quart, bien entendu. C'est comme AliExpress. Hein. Les scanners, vous les payez 10 fois moins cher en Chine. Mais nous, il faut qu'on achète du Siemens, du truc. Il y en a 3 qui sont là, voilà. Il faut acheter ceux-là, puis on ne peut pas acheter les autres, et ceux-là sont extraordinairement chers. Et puis voilà. Et puis, ce n'est pas des priorités pour l'hôpital. Les priorités pour l'hôpital, c'est le bien-être. Avec le recul, après cette séquence Covid... Et du personnel, pas des malades. Hein. Le bien-être du personnel. En parlant de
de bien-être. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de politiques, on s'en souvient, qui étaient venus, avant de retourner leur veste, vous voir pour se faire soigner dans votre établissement. D'abord, vous avez gardé des contacts avec ces politiques qui étaient venus tous vous voir, y compris à commencer par Macron Non, j'ai plus de rapport avec personne du tout. Plus du tout. Non, et puis pour moi, si vous voulez, la page est tournée, moi, cette histoire-là. C'est pour ça que ça intéresse les gens que je parle de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. La page est tournée. Ça a été un tournant anthropologique, cette période du Covid-19 pour vous. Vous diriez ça? Non, je pense que l'état des sociétés est révélé par les crises. Voilà. Donc, tant qu'il ne se passe rien de nouveau, ça peut se dégrader progressivement sur des décennies. C'est ce qui s'est passé en pratique. Si vous regardez, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai regardé les chiffres. Hein. Si vous regardez l'économie, ça commence vraiment à se casser la figure à partir de Giscard. Et maintenant, là, ça atteint des degrés qui sont abyssaux. Mais c'est sous Giscard que ça commence quand même. Hein. Donc, le moment où on arrête d'avoir une adéquation entre les entrées et les sorties, ça commence sous Giscard. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, mais il n'y a pas de grande crise, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... et donc, petit à petit, les choses se dégradent. Et puis, voilà... C'est pareil, la baisse de l'investissement dans la recherche, c'est Pompidou. Hein. C'est pas hier, hein, c'est Pompidou. Hein. De Gaulle, non. De Gaulle a multiplié par 2 le financement de la recherche. Enfin, De Gaulle avait une vista qui dépassait la durée du septennat, quand même. Hein. Et donc, c'est des gens que ça n'intéressait pas. Ensuite, on a effectivement une classe politique qui, généralement, ne comprend rien du tout à la recherche. Et donc, ils ne savent pas à quoi ça sert. On revient à ce livre, justement, vous parlez tellement de cette évolution, comme on dit. Comment est-ce que vous voyez l'impact, alors ça nous amène à parler d'autres sujets, l'impact des manipulations génétiques sur l'évolution future? Parce que ça va amener à beaucoup de questionnements. Écoutez, ceux qui ont essayé, pour l'instant, ils ont tué les gosses. Hein. Donc, je pense qu'il faut... que si je vous dis, écoutez, vous allez rentrer dans un truc dans les 99% d'inconnus, on ne sait pas à quoi ça sert. Si vous y allez, vous êtes courageux. Hein. Oui. Le wokisme, quand même, toute cette, ce qu'on voit émerger, notamment venant des États-Unis, ça vous fait réagir quand même. Ça touche toutes les strates de la société, à commencer peut-être par des scientifiques, non? Est-ce que les scientifiques sont réceptifs à ces mouvements Je suis pas. Non, je suis pas vraiment touché, si vous voulez. Peut-être que je le saurais si j'avais un de mes enfants qui était dans une situation. Ce qui me touche, si vous voulez. Elon Musk, vous avez vu Oui. Non, ce qui me touche, si vous voulez, c'est du point de vue médical, si vous voulez. C'est que c'est quand même associé à des baisses d'espérance de vie qui sont très, très, très significatives. C'est-à-dire déjà, si vous voulez, si vous regardez dans les transgenres... Le transgenrisme les transgenres, vous avez déjà entre 40 et 50% d'autistes, vous avez 20 à 25% de schizophrènes dedans. Donc, si vous voulez, ça ne représente pas une évolution purement sociale, c'est l'expression de différence. Pour ne pas appeler ça une maladie. Moi, je ne vois pas pourquoi la schizophrénie, quand on est avec, ce serait une maladie. C'est une différence, en tout cas. Il y a eu des génies qui étaient schizophrènes. Hein. C'est une différence, c'est une expression d'une différence dans la manière de percevoir le monde qui s'exprime comme ça. Le reste, si vous voulez, je n'arrive pas à... Je ne suis pas convaincu que vous puissiez, avec une mode... vraiment changer le goût des gens. Je suis, si vous voulez que je vous dise, ce que je trouve inquiétant, beaucoup plus que ça, comme ça on ne sera pas d'accord, c'est bien, je n'aime pas trop, comme vous allez être d'accord avec moi, ça m'irrite. J'aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Il y a une chose qui est très, 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 très intéressante, beaucoup plus pour moi que le wokisme, c'est la désexuation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus de rapport sexuel. Et donc, quand vous arrivez au Japon, c'est extraordinaire. Hein, au Japon, avant 30 ans, il y a 30% des gens qui n'ont jamais eu un rapport sexuel. Et quand on leur demande pourquoi, c'est très intéressant. Pendant plusieurs années, je suis allé
au Japon pour essayer de mettre au point un microscope de table avec Hitachi. Et donc je me suis intéressé du coup à ce qui se passait là quand j'étais entre deux rendez-vous, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et c'est très intéressant, les garçons ne veulent plus voir les filles. Les Japonais ont créé un terme pour ça, ils appellent ça les herbivores. Ces garçons qui sont herbivores, c'est assez intéressant comme qualification. Vous voyez que les cultures sont différentes, hein, ils appellent les choses différemment. Et quand on leur demande pourquoi, c'est un, par timidité, deux, ils ne veulent pas être empoisonnés par les femmes parce que les femmes sont embêtantes. Trois, ils ont peur d'être poursuivis pour harcèlement. Et donc tout ça fait qu'il y a une disparition de la sexualité qui explique bien entendu qu'il soit un taux de reproduction de 0,6. Enfin, c'est effondré. Donc ça, de voir... C'est quoi le responsable, là-dedans, le facteur responsable, d'après vous? Vous cherchez toujours la rationalité. J'en sais rien. C'est l'évolution, c'est comme ça. Mais justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'espèce humaine à l'ère de la technologie? Est-ce que c'est pas la technologie, toutes ces applications? Aujourd'hui, on n'a plus de contact, on est sur nos téléphones, moi le premier, en permanence. Non, mais j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un prophète. Hein. Globalement, moi, je ne sais pas prédire l'avenir. Toutes les espèces finissent par disparaître. Nous, dans l'histoire de la vie, on est peanuts. On a tout cassé, hein, mais globalement, pas tout. 80% de la planète, on l'a détruite. Mais globalement, dans l'histoire, on représente un tout petit morceau. Et avant les espèces, il y a les civilisations qui sont appelées à disparaître aussi. Mais toutes les civilisations, c'est une des choses que j'explique, toutes les civilisations urbaines ont disparu. Toutes celles qu'on connaît ont toutes disparu. Donc c'est pas bon d'être nombreux. Voilà. Plus on est nombreux, plus on a de chances de disparaître. Vous, en France, vous pensez que notre civilisation, ce qu'on appelle judéo-chrétienne, elle est appelée à devenir minoritaire rapidement? C'est un fait inéluctable? Je sais pas. Ce que je pense, c'est que ce que je vois, avec plaisir d'ailleurs, sans vouloir être même médisant, occidentale. ce que je vois, c'est que Paris commence à se dépeupler, et je trouve ça très bien. Vous voyez ? Parce que ça c'est un foyer d'horreur dont j'espère que... Ça, c'est peut-être dû à la politique d'Hidalgo. Non. C'est le... Ah, c'est vrai qu'après la période Covid, justement, il y a beaucoup de gens qui ont... Non. Excuse de vous dire ça, mais les Parisiens étaient déjà très malades avant. Vous savez, si vous associez une mégapole dans un pays centralisé, vous créez une population de gens qui sont arrogants et qui n'ont plus de contact avec la réalité. Et plus ça va, et moins ils ont de contact avec la réalité. Et quand on n'a plus de contact avec la réalité, on disparaît en réalité. Et donc c'est ce qui se passe ici. Moi je vois, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, que je pensais que Paris était le Versailles du XXIe siècle. Hein, ça allait disparaître purement et simplement parce que moi, tous les gens que j'ai rencontrés... C'est quoi les limites du vivre ensemble? Non. Si vous voulez, quand les populations sont... C'est comme les troupeaux. Quand vous avez un énorme troupeau, si vous voulez, c'est connu, hein, quand vous avez un énorme troupeau, il y a de moins en moins d'animaux qui sortent du flux du troupeau. C'est très difficile de sortir. Si vous avez 10 chevaux, il y en a un qui va partir à droite, à gauche. Si vous en avez 1000, il y a très peu qui vont sortir, de moins en moins. En proportion, il y a un effet grégaire dont je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on ne connaît pas toutes les communications chez les animaux. Il y en a qui mettent ça sur les phéromones. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que quand la population... Donc la diversité d'une population d'un village est beaucoup plus grande relativement que la diversité de la population d'une mégapole. Beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, on voit maintenant, ce que je vous disais, il y a une espèce de retournement de la performance intellectuelle qui fait que dans le courant du XXe siècle, au début du XXe siècle, comme il y avait beaucoup d'illettrisme, le QI des ruraux était plus bas que celui des urbains, et qu'actuellement, le QI des ruraux est supérieur à celui des urbains. C'est très bien étudié aux États-Unis, c'est très très clair. Ah, il y a des études là-dessus Oui. qui montrent ça. Ouais.
Non, mais tout ce que je vous dis, les études est du appuyé Sud. par des études. Alors justement, en Non, mais je parlant... ne suis pas journaliste, moi, dites. Non, mais en parlant de sujet, Ni politique, soyons raisonnables. le changement climatique, est-ce qu'il peut avoir un impact sur l'évolution? Vous savez, tous les changements, toutes les modifications d'écosystèmes s'associent à des changements de population. Et ce que vous appelez évolution, c'est changement de population. Donc, est-ce que moi je ne sais même pas dire si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est j'en sais rien. Moi, peut-être que s'il fait plus chaud, on pourra cultiver du blé en Sibérie et que on n'aura plus de problème alimentaire du tout. J'en sais rien, moi. Donc, si vous voulez, je sais pas. Je ne suis pas un catastrophiste parce que je ne prédis jamais rien. Je ne suis pas un prophète, ni de malheur, ni de bonheur. J'en sais rien. Mais toutes les modifications écologiques. Sur le climat, par exemple, il est absolument interdit de remettre en cause la doxa, quoi. Je veux dire, j'avais reçu François Gervais, que vous connaissez peut-être, les climato-sceptiques, de ceux qui veulent éventuellement émettre une petite critique. C'est tout de suite haro. Oui, ça fait partie des... voilà, ça fait partie des... maintenant, des domaines dans lesquels la censure est totale et elle est brutale. Enfin, elle est totale, mais là aussi, vous n'êtes pas lucide sur les enjeux financiers. Enfin, si vous regardez les enjeux financiers sur le réchauffement climatique, c'est pas mal aussi. Hein. Cher Diderot, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Est-ce que aussi par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau judiciaire, enfin les différentes affaires qui avaient été lancées contre vous et que vous avez pu lancer en retour d'ailleurs, parce qu'on a oublié de le dire, après plus de 4 ans de combat, vous en êtes où un petit peu au niveau de toutes ces affaires? Est-ce que vous n'êtes pas, apparemment, vous ne paraissez pas usé ni fatigué par toutes ces attaques, mais comment vous faites d'ailleurs pour vous protéger? Vous dites que ça n'a pas d'impact sur vous, mais parce que vous avez une famille, une cellule oui. très... Une famille, j'ai des amis, j'ai une vie normale. Je vis très bien. Donc j'ai pas de problème. Je suis. Cet acharnement dont vous avez été victime, ça dit quoi justement de l'état de de la recherche en France? Non, mais c'est pas nouveau tout ça. Non, mais il faut connaître l'histoire. Hein. Ouais. C'est pas nouveau tout ça. Bon, tout ça, ça se passe toujours comme ça. C'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau du tout. Enfin, ça n'a pas de. C'est pas nouveau. Enfin, ça arrive. C'est comme ça. Voilà. La connaissance. Moi, je regrette d'ailleurs hein, on parlait d'éducation. On devrait l'éducation sur l'épistémologie, qui est l'histoire des sciences, et sur l'histoire tout court, devrait être beaucoup plus développée parce qu'il y a qu'elles qui permettent de résister quand il y a des phénomènes de crise. Le fait de savoir que ces crises ont déjà existé, qu'on a pris des mesures, qu'il y en a qui étaient idiotes, il y en a qui marchaient, c'est des points qui sont extraordinairement importants pour gérer les choses. Je pense qu'on ferait mieux d'enseigner l'histoire que la trigonométrie, pour dire la vérité. La trigonométrie, je m'en fous. Hein. Alors les matheux, ça les énerve hein, quand je dis ça, mais enfin. Et pourtant, j'étais marin, il y a un moment où ça servait, la trigonométrie. Mais quand on avait les sextants, maintenant on a les GPS, c'est fini. Vous vous êtes exprimé sur pas mal d'autres sujets que la science à proprement parler. Vous avez été sans le vouloir à la source récente d'une polémique sur Gaza. Certains qui reprenaient vos propos justement sur le vaccin contre la poliomyélite pour en tirer la conclusion que l'on tente actuellement d'empoisonner les enfants de Gaza. Qu'est-ce que ce type de polémique vous inspire? Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre position sur le vaccin contre la poliomyélite? Alors, moi, je vous suggère, je n'arrivais pas à vous convaincre de lire tous mes livres, hein, mais j'ai écrit un livre sur les vaccins aussi, bien avant le Covid, d'accord, dans lequel il y avait toute cette question sur la poliomyélite. Et j'ai un de vos confrères journalistes qui m'avait... qui s'appelait Patrick Cohen, d'ailleurs, qui avait essayé de m'expliquer que je disais des bêtises sur le vaccin sur la poliomyélite. Grand scientifique, hein, il y a longtemps. Donc je lui avais dit, calmez-vous, je vais vous faire un cours sur la poliomyélite, parce que comme j'enseigne ça depuis 30 ans, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce que c'est qu'il y a eu 2 vaccins sur la poliomyélite. Un vaccin qui est un vaccin injectable, qui est du virus tué, qui est celui que vous avez probablement reçu, qu'on a tous reçu, parce qu'il n'y a plus que ça en Europe depuis bien longtemps, puisqu'il n'y a pas de polio. Il y avait et a été mis au point, secondairement, un vaccin qui, lui, est vivant, mais un peu modifié,
Et ce vaccin a été très utilisé. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des variants dans ce vaccin qui redevenaient pathogènes, qui redevenaient des poliomyélites. Alors c'est compliqué à voir parce que la poliomyélite, ça se manifeste cliniquement une fois sur 100. Donc il faut que vous ayez 100 infections pour le voir une fois, pour voir les paralysies une fois. Mais on s'est rendu compte qu'il y en avait. Et au lieu de dire, alors que la poliomyélite avait disparu partout, si vous voulez, au lieu de dire, écoutez, maintenant, on va arrêter ce vaccin parce que ça donne des poliomyélites alors qu'il n'y a pratiquement plus aucune poliomyélite naturelle. Pour éradiquer la poliomyélite naturelle, ça c'est encore une merveilleuse idée de Bill Gates avec l'OMS, qui est le projet d'éradication de la poliomyélite. Ils ont fait des centaines de millions de doses de vaccins vivants. En Inde, ils allaient à la sortie des écoles et ils donnaient une dose par an, tous les ans, de poliomyélite vaccinale avec un vaccin vivant dont on savait qu'il pouvait se retourner. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, si vous voulez, vous avez un peu des difficultés à le comprendre. Lui disait qu'il voulait éradiquer son modèle. C'est pas un médecin, c'est un type qui, qui a bidouillé des ordinateurs et qui les a vendus. Il faut qu'il reste dans son métier. Il ne va pas se prendre pour Dieu dans la vie. C'est pas parce qu'on a des milliards qu'on est Dieu, quand même. Et lui, son modèle pour lui de la réussite vaccinale, c'était la variole, qui est une maladie qui n'a rien à voir, qui est une maladie très grave, et qui est une maladie qui s'exprime dans 100% des cas, et qu'on reconnaît cliniquement très facilement. Et il voulait, c'est le grand mode de la réussite vaccinale, c'est l'éradication de la variole. Et donc lui, il avait fait monter un projet avec l'OMS qui finançait d'éradication de la poliomyélite, alors que, si vous voulez, il y a deux choses, pour simplifier, parce que ça vous expliquera la raison de ma discordance pour la vaccination pour le Covid. Un vaccin, ça peut avoir deux objectifs. Il y a un objectif que moi je comprends, qui est intelligent, qui est que les gens ne soient pas malades. D'accord ? Donc on cible les gens qui peuvent être malades, on les vaccine. Pour le Covid, on savait très bien que c'était les gens de plus de 65 ans. Donc il fallait vacciner les gens de plus de 65 ans. Et en tout de 50 ans, on savait qu'il ne se passait rien du tout, il fallait leur foutre la paix. La variole du singe, vous êtes pour la vaccination de la variole du singe ? Attendez, m'interrompez pas, je parle de ça. Je pensais à ça. Le problème qu'a eu l'OMS en suivant Gates, c'est de dire non, on va éradiquer ce virus, alors que moi je savais depuis, je l'ai dit, vous pouvez regarder parce que j'ai fait un verbatim de tout ce que j'ai dit. Et je l'ai écrit. Et donc, je savais que l'on pouvait faire, que le virus n'était pas immunisant. Et les vaccins contre les maladies qui ne sont pas immunisantes, on ne sait pas les faire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'immunité naturelle après la maladie naturelle, vous n'arriverez pas à faire le vaccin. D'accord ? Et on le sait, ça c'est vrai pour tous les maladies qu'on connaît. Parce qu'avoir la grippe, vacciner tous les ans. La deuxième chose, c'est que c'est un virus qui mute. Moi, quand j'ai commencé, on a été les premiers à voir les mutations et les variants. Moi, quand j'ai annoncé ça au ministre de la Santé, il m'a dit non, il n'y a pas de mutant dans ce virus. Je regardais avec les yeux écarquillés, il n'a jamais regardé une séquence de sa vie. Moi, j'avais déjà plusieurs centaines de séquences et je voyais les variants apparaître. Donc ça, si vous avez des virus qui mutent, et si vous avez une immunité qui n'est pas protectrice, si vous voulez, vous ne pouvez pas imaginer d'avoir un vaccin qui va éradiquer le virus. Le virus, il va changer tout le temps. Il est beaucoup plus malin que Bill Gates. Il change, et il change de stratégie. Et puis voilà, il a continué sa vie. Et il a fait ce que font souvent les épidémies quand elles rentrent dans un nouvel écosystème. Au début, elles s'imposent, et puis petit à petit, elles deviennent plus courantes et moins sévères. Mais il faut savoir, on avait des exemples. On avait 4 coronavirus qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qui sévissent tous les ans. Il y a des endroits dans lesquels il y a jusqu'à 6-8% de gens qui sont porteurs chroniques de ces coronavirus sans être malades du tout. D'accord ? Donc il y a une adaptation, une co-adaptation des virus avec leur cible. Et puis il y avait eu 2 exemples de coronavirus graves,
mais qui se sont arrêtés tout de suite parce qu'ils n'avaient pas la capacité à justement se répandre, qui était le SARS et puis le MERS Corona. Donc on avait des exemples, des choses sur lesquelles on pouvait réfléchir, et puis il fallait travailler, il fallait regarder les séquences, il fallait réfléchir. Et donc, pas donner les manettes à quelqu'un qui est un informaticien et qui dit c'est pas compliqué, on va faire comme la variole, on va éradiquer un virus qui n'est pas immunogène et qui mute tout le temps. Enfin, moi je pourrais expliquer ça à une classe de 6e, vous voyez. Mais aux autres, je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne sais pas. Mais je suis content qu'à la fin, Delfrécy ait dit publiquement on a été trop optimiste. C'est vrai que ce vaccin ne pouvait pas éradiquer le virus et qu'il fallait le limiter aux personnes à risque. Vous savez, quand on vous dit la moitié des morts en France de Covid avaient plus de 85 ans. Qu'est-ce que vous allez vacciner des gosses de 10 ans? Vous êtes cinglés. Qu'est-ce que vous faites là? Pour revenir sur la poliomyélite, justement la situation humanitaire de Gaza, vous en pensez quoi par exemple? Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.